Très bien. Eh bien, écoutez, nous allons enchaîner. Alors, on a terminé sur le turnover comme indicateur. Là, on a un taux de turnover qui est extrêmement faible sur le stand. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc, bon, la bonne, c'est qu'effectivement, bon, c'est signe que je regardais le turnover à la fin. Et s'il est plus important, c'est que c'était Frédéric qui était déterminant dans la première intervention. Donc ça, on verra. La mauvaise nouvelle, c'est que je vais vous représenter quelques slides introductifs sur les stades d'absentéisme. La bonne, c'est que si vous n'avez pas compris la première fois, vous pourrez poser des questions sur la deuxième. Et voilà, mais je donnerai quelques éléments d'appréciation, ça va être plus rapide. Donc je vous fais grâce de la présentation de Sophaxis et du management du risque. Juste pour vous dire donc, que les éléments que je vais vous présenter, c'est issu donc de démarches de prévention des risques psychosociaux que donc notre filiale de conseil qui s'appelle DS Services conduit aujourd'hui notamment alors, dans le secteur territorial, c'est une chose, dans la fonction publique d'État également, beaucoup dans le secteur hospitalier. Aujourd'hui, j'ai mis une quinzaine, c'est plus proche d'une vingtaine de démarches de prévention de DRPS que nous conduisons dans le secteur hospitalier. Je vous apporterai quelques retours d'expérience sur ces démarches-là. J'en ai choisi deux plus particulièrement, sachant que sur ces deux présentations, j'ai pu agréger quelques éléments pour enrichir les études de cas. Mais ce sont vraiment des retours d'expérience, de démarches pratiques que l'on conduit. Ce sont aujourd'hui nos équipes d'une trentaine de consultants qui interviennent dans l'établissement pour présenter ces démarches-là. Donc, ça, c'est donc le résumé des épisodes précédents pour qui était sur la présentation précédente sur les niveaux d'absence. Donc, je vous rappelle, si vous l'aviez oublié, que les niveaux d'absence dans le secteur hospitalier, donc absentéisme, au sens statutaire du terme, c'est donc maladie ordinaire, CLM, CLD, les congés maternité, donc qui sont une nature de congé statutaire, et les accidents de travail, sont sur un niveau, alors ça on l'a pas dit tout à l'heure, sont sur en fait un niveau décroissant sur les strates que l'on présente de 50, moins de 50 agents, 50 à 100, plus de 100. En fait, si on allait plus loin sur les strates, on serait sur une sorte de courbe en baignoire, où au-delà, sur les grands établissements, on remonte les niveaux d'absence. Ce qui fait qu'on est haut sur les petits, c'est que on l'a dit tout à l'heure, sont des petits ESMS, des EHPAD beaucoup, où là on est sur à la fois des petits effectifs, peu de turnover, métiers pénibles, peu de mobilité géographique, et donc des établissements qui ont des niveaux d'absence qui sont élevés. Toujours est-il, on est sur ce niveau-là, on le disait tout à l'heure, un niveau d'absentéisme qui a augmenté sur les dernières années, qui se stabilise sur tout risque confondu. Donc le chiffre clé vraiment à avoir en tête, ce sont les 36 jours par agent employé, c'est-à-dire chaque agent employé dans l'année en moyenne, donc il a été absent ou non, mais dès lors qu'il est employé, en moyenne aura connu en 2014 36 jours d'absence pour raison de santé, avant tout de la maladie ordinaire, dans une moindre mesure les CLM, CLD ou les accidents de travail. Sur cette progression que l'on voyait également tout à l'heure, je reviens 2 minutes pour vous dire donc, le fait important, c'est qu'on a la fréquence, l'exposition donc chez les accidents de travail qui se stabilise sur 2012, 2013, 2014. Donc pas plus d'événements dans les établissements, ni plus d'agents concernés par les accidents de travail. En revanche, une augmentation de la gravité, donc la durée des arrêts. Donc si les agents ne sont pas plus nombreux, ni plus fréquents, ni accidents plus fréquents, les accidents durent plus longtemps. Ce qu'il faut voir derrière cette courbe qui n'apparaît pas, c'est que ce sont les autres risques, en fait, notamment la maladie ordinaire. La maladie ordinaire, on est sur une courbe donc, que je ne vous présente pas là, mais dont on peut dire deux mots, qui est sur une physionomie radicalement différente. Alors, là, ce sont des exemples fonction publique, où on a une courbe qui a connu une inflexion extrêmement importante sur 2012-2013, qui sont les années où il y a eu la mise en place du jour de carence, et avec une remontée des niveaux d'absence sur 2014, avec la suppression du jour de carence. Ce qu'il faut voir là, c'est que contrairement à ce qui avait pu être redouté, escompté lors de la mise en place du jour de carence, on n'a pas eu une migration des événements, des faits d'aubaine qui avaient été redoutés par certains, des arrêts maladie qui se seraient transformés en accidents de trajet ou en accidents de service pour une prise en charge statutaire différente. On n'a pas eu d'augmentation de la fréquence de l'exposition, il n'y a pas eu plus d'agents qui ont connu des accidents de travail ou de trajet sur la période où on a mis en place un jour de carence. Il n'y a pas eu du tout la crainte qui avait été estimée par certains ne s'est pas du tout vérifiée. Il n'y a pas eu de changement de comportement majeur sur les natures de déclaration d'événements. Le graphe sur la maladie qu'on ne voit pas,
vous aurez montré donc aussi bien sur la fréquence d'exposition une double rupture de charge. On a eu sur 2012-2013 une chute des événements, beaucoup moins de petits arrêts, beaucoup moins d'agents concernés par les petits arrêts. 2014, ça remonte. Et on aurait vu également sur la gravité le même palier que celui qu'on a là, donc une stabilité 2013-2014. Ce palier est, on va dire en première approche, plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on a une gravité des arrêts en maladie qui est stable sur 2013-2014. En fait, quand on regarde une gravité stable sur 2013-2014, ça cache en fait un phénomène qui est beaucoup plus préoccupant, qui est que en voyant revenir les petits arrêts, là je fais un petit peu de mathématiques, c'est un petit peu dur en début d'après-midi, mais c'est un mauvais moment à passer. En voyant revenir les petits arrêts d'un jour, on aurait dû voir chuter la durée moyenne des arrêts. Puisque quand on réinjecte des petits arrêts, la durée moyenne, elle chute. Elle n'a pas chuté. Puisque quand on regarde la distribution des arrêts, on a eu d'une part une remontée des petits arrêts qui tire vers le bas la moyenne. On a surtout une augmentation de la durée des arrêts les plus longs qui tire vers le haut la moyenne, ce qui fait qu'on a une stabilité. Mais en fait, il ne faut pas s'abuser ou se satisfaire de cette stabilité, puisqu'en fait, on a des arrêts longs qui continuent à augmenter, et notamment sur les arrêts maladie, pas seulement CLM, CLD, mais déjà les arrêts maladie ordinaires. On a des arrêts maladie ordinaires de plus de 15 jours, de plus de 30 jours, qui sont en proportion toujours plus importante et qui augmentent. Donc en fait, derrière la stabilité de la maladie, on a des phénomènes assez importants qui se passent, et sur le maintien dans l'emploi, le retour à l'emploi des arrêts, alors, maladie au sens large, c'est-à-dire maladie ordinaire, puis CLM, puis CLD, on a des vrais enjeux qui se jouent derrière ces paliers qu'on voit apparaître. Pour revenir sur l'accident de travail, donc c'est cette augmentation qu'on avait vue tout à l'heure du nombre, donc de la durée moyenne d'accidents de travail, donc travail étant trajet, service et maladie pro, eh bien on a cette augmentation à peu près régulière d'année en année dans la fonction publique hospitalière, où chaque agent qui présente un arrêt, eh bien a un arrêt qui dure en moyenne en 2014 58 jours, voilà, avec cette progression. Bon, sur les risques psychosociaux, c'est un point qu'on a abordé déjà tout à l'heure de manière un petit peu incidente, sur notamment les éléments de contexte que présentait Frédéric. Ce n'est pas à vous que je rappellerai les éléments du contexte économique. On sait que, en plus, précisément aujourd'hui est un jour de revendications économiques, sociales et institutionnelles, singulièrement à Paris, complexes. On a les réductions de marge de manœuvre, on a cette exigence croissante des patients, des familles, qui pousse à travailler sur les enjeux de qualité de vie au travail et de prévention des RPS. On est sur un monde hospitalier qui change, et puis on a un contexte réglementaire, c'est-à-dire plus globalement méthodologique, qui incite à travailler sur la prévention des RPS. Dans la fonction publique, l'accord cadre interfonction publique qui incite à travailler sur les RPS, avec une exigence de conduire un diagnostic avant la fin de l'année 2015. Un accord qui s'est décliné sur le guide des GAFP, donc interfonction publique, qui s'est retrouvé également décliné dans l'instruction des GOS spécifiques, donc hospitaliers, sur la prévention des RPS. Il y a eu également une circulaire du Premier ministre sur le sujet. Dans le secteur privé, l'ANI, QVT, Égalité Pro, qui incite également à travailler sur ces sujets-là. Et puis surtout, la pierre angulaire qui, j'imagine, vous mobilise tous, l'AV 2014, qui alors, impose à la fois la qualité de vie au travail comme un item à part entière du manuel de certification, qui, dans les discours et dans les approches de l'HAS, incite à dépasser même cette approche du seul chapitre de qualité de vie au travail du manuel, pour qu'on aille, et apparemment c'est le sens de l'histoire de la Haute Autorité de Santé, qu'on puisse être capable d'aller retrouver les bonnes pratiques de qualité de vie au travail sur chacun des items du manuel. Là, je reviendrai sur ce que disait Frédéric tout à l'heure sur le lien qu'il y a entre qualité de prise en charge et qualité de vie au travail. Avec l'enjeu, on avait eu une discussion avec Frédéric, d'ailleurs avec la Haute Autorité de Santé sur le sujet, c'est que la qualité de vie au travail ne soit plus un silo compartimenté parmi le manuel et sur lequel on irait traiter de manière isolée, mais bien une pratique qu'on retrouve et qui distribue de manière transverse l'ensemble des chapitres du document. Vaste programme, mais toujours est-il, déjà aujourd'hui, il faut répondre à la question du manuel qui explicitement demande à travailler sur la qualité de vie au travail.
Donc le lien qu'on évoquait également tout à l'heure sur ce lien entre qualité de vie au travail et qualité des soins aux patients positionne aujourd'hui, nous semble-t-il, vraiment la maîtrise des RPS au cœur vraiment des enjeux RH de l'hôpital, comme un enjeu, et pour faire un clin d'œil avec l'atelier d'aujourd'hui, un enjeu vraiment de développement durable, développement des compétences, des expertises et de la qualité de prise en charge. Sur les RPS, je vous ferai grâce de la boucle que l'on connaît et pour autant se rappeler, et là aussi comme continuité avec ce qu'on voyait tout à l'heure, sur le fait qu'on est vraiment sur un lien extrêmement fort entre l'activité, la vie de l'établissement, l'actualité, la vie, on l'évoquait tout à l'heure, Frédéric l'évoquait, sur l'exigence de résultat qui est propre à l'activité de l'activité de soins, facteur nécessairement de tension, risque de stress, générateur de contraintes, de ressources réelles ou perçues, qui entraînent des effets sur l'homme, des effets sur la santé, qui derrière rétroagissent et viennent sur l'établissement intervenir, de là des conséquences économiques et organisationnelles. Les modèles, on les connaît. Le modèle de l'ANACT qui a la vertu d'être assez expressif pour présenter les grands enjeux de risques psychosociaux de qualité de vie au travail, qui est une activité de travail donc on retrouve ballottée au milieu, qui tient entre quatre ressorts où ça tire d'un côté ou de l'autre, latéralement, tantôt côté du travail, de l'employeur, des tensions du côté du travail, de l'autre côté les valeurs, les exigences du salarié. Quand on tire d'un côté ou quand on pousse d'un côté, ça tire de l'autre. À l'inverse, verticalement, on a les changements du côté du travail d'une part, les tensions du côté des relations et des comportements. Quand tout va bien, le système est équilibré. Quand ça commence à tirer de part et d'autre, eh bien, on a soit des exigences de l'employeur, de l'entreprise, qui deviennent trop présentes et qui du coup obèrent les problématiques, les attentes individuelles de chacun. Quand à l'inverse on tire trop du côté du salarié, on perd de vue les enjeux de la maison qui vous emploie. Et à l'inverse, donc aujourd'hui, on le voit, que ce soit dans le secteur privé mais également dans le monde public, les enjeux de changement, de réorganisation, de mobilité, de précarité, de flexibilité qui s'invitent. Alors ça s'invite dans le monde hospitalier, on le voit à titre de benchmark, pour sortir juste quelques secondes du champ qui nous réunit. On le voit aujourd'hui beaucoup, alors dans ce qui s'appelait jusqu'au mois dernier les conseils généraux, qui s'appellent les conseils départementaux aujourd'hui, où lorsqu'on fait des démarches, conduit des démarches RPS dans ces structures-là, il y a encore 3-4 ans, un agent de conseil général nous disait je n'ai aucune crainte sur l'évolution de ma carrière, de mon métier, je me projette sur les 10 ou 15 prochaines années sans aucune difficulté. Aujourd'hui, la même enquête réalisée dans un département, l'agent à la fois nous dit je sais que mon statut est protecteur, pour autant je n'ai aucune confiance dans l'évolution de mon métier, dans la mesure où j'apprends dans la presse que les départements sont voués à disparaître et qu'il va falloir qu'ils fusionnent avec d'autres. Donc on voit que ce sont des domaines qui également sont extrêmement sollicités sur ces champs qui étaient avant beaucoup plus du ressort du secteur privé. On évoquera aussi donc ces enjeux plus sociétaux, d'affaiblissement du corps social, de recul des collectifs de travail. C'est un sujet qui ressort beaucoup dans les diagnostics RPS, d'individualisation des comportements. Les différents domaines sur lesquels on va intervenir, on va le revoir tout à l'heure, toujours là, dans les modèles de l'ANACT, intervenir à la fois... Bon, si la machine saute, j'aurais été ravi de vous présenter les éléments. Donc le modèle de l'ANACT pour intervenir sur les échelons à la fois individuels, collectifs et de l'organisation. Et puis pour continuer le panorama, ce qui aujourd'hui là aussi est de fait le référentiel qui s'est imposé en matière de prévention des RPS, ce qui est le rapport du collège d'expertise mené par Michel Golac, qui est celui qui a été repris à la fois dans l'accord interprofessionnel, interfonction publique et dans le guide des GAFP. Donc on retrouve les 6 dimensions sur lesquelles on va aller évaluer. C'est intéressant, alors j'imagine que vous le connaissez tous, c'est intéressant de l'avoir en tête dans la mesure où quitte à conduire une démarche de prévention des RPS, autant également faire quelque chose qui permet de justifier de la conformité aux différents accords et à la réglementation. Avant de rentrer dans les retours d'expérience que je voulais vous présenter,
un exemple, pas au titre exemplaire ou exemplarité, mais une possibilité de conduite de démarche de prévention des risques psychosociaux avec quelques éléments d'appréciation à la clé. Donc une méthode qui est d'une banalité affligeante, mais bon, qui est de la méthode de conduite de projet, à laquelle néanmoins on tient sur quelques points clés qui, quand on le voit là, peuvent apparaître comme étant des points triviaux qui, à l'épreuve de la pratique, ne seront pas forcément aussi triviaux que ça sur des sujets où les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail, sont des sujets qui majoritairement encore souvent en tout cas, font encore peur dans les structures. Et la question de faut-il aller ou pas sur une démarche de prévention des RPS, j'imagine que si vous êtes là, vous-même vous n'en doutez pas spécialement, pour autant les employeurs que l'on rencontre peuvent être amenés à se poser la question de savoir s'il faut y aller ou dans quelles circonstances faut-il y aller. À ce titre-là, quelques retours d'expérience. De manière générale, sur la vingtaine d'actions qu'on a aujourd'hui en cours et sur à peu près au moins autant de démarches qu'on a pu conduire et achever par le passé, on n'a jamais vu une démarche de prévention des risques psychosociaux qui, contrairement à ce qui se dit parfois au début, ait pu ni générer des demandes totalement déraisonnables, ni susciter un chaos particulier dans les structures. Bien au contraire, ce sont des démarches qui ont pu mobiliser, susciter, stimuler un dialogue social, réguler un dialogue social et faire en sorte que ça donne un cadre méthodologique, un cadre organisé d'échange et de discussion où on arrive à aborder des problématiques qui faisaient hurler au début et permettent de construire à l'issue. Donc sur le premier retour d'expérience, une démarche aujourd'hui de prévention des RPS, pas plus qu'en 2001, on craignait que les démarches de documents uniques ne génèrent des demandes d'amélioration des conditions de travail totalement déraisonnables. Eh bien, une démarche de prévention des RPS, dès lors qu'il y a un cadre méthodologique clair, ne génère de chaos ni de problématiques. Ça révèle des enjeux, des questions sur lesquelles il faut travailler. À ce titre-là, la communication nous paraît être un facteur de succès important. Savoir annoncer, savoir conduire, savoir la communication et le courage associé, c'est-à-dire que décider de conduire une démarche, c'est aussi être capable de tenir au courant l'ensemble des agents, l'ensemble des participants, des résultats, de ce qui va, de ce qui ne va pas, et de rendre compte des différents points. Les quelques démarches qu'on a vues donner des résultats qui étaient un petit peu en deçà des attentes, sont des démarches sur lesquelles la communication n'a pas été au rendez-vous et où l'établissement n'a pas forcément souhaité communiquer sur les points d'amélioration qui auraient été faisable. La co-construction des outils de diagnostic nous paraît être également un point important de réussite. On le voit en dessous, sur le diagnostic, on peut le conduire à partir de différents matériaux qu'on va aller chercher à partir d'une enquête, et collecter des éléments sur le terrain, aller chercher l'exhaustivité en allant demander à chacun des agents de l'établissement leur perception des enjeux, des conditions de travail, des préventions des risques psychosociaux. La conduite d'entretien collectif pour permettre le débat, pour organiser les échanges. Alors après, on verra comment on peut organiser ces différents échanges. La conduite d'entretien individuel, soit pour des personnes qu'on n'aurait pas pu rencontrer du fait des temps de travail ou des personnes qui ne souhaitent pas être rencontrées en entretien collectif. Et puis des observations de terrain, des observations ergonomiques pour que les démarches ne soient pas conduites intégralement en chambre, mais qu'on ait des travaux qui soient fondés sur l'observation du travail réel et pas du travail tel qu'il nous est raconté en gros de travail. Au titre des retours d'expérience sur le déploiement des enquêtes, il nous paraît important de co-construire vraiment les outils au sens où il faut que chacun et que l'enquête soit le reflet, la transcription de la culture, des préoccupations de l'établissement. Et là où on a les meilleurs taux de participation, les meilleurs taux de réponse, ce sont les enquêtes où un groupe de travail, d'agents, de cadres ont été associés à la formulation, à la préparation, à la construction du questionnement pour faire en sorte qu'on ait un questionnaire qui ressemble ou qui soit attendu, compris par l'ensemble des personnes. Donc co-construire les outils de diagnostic nous paraît être un point important. On va voir pour la partie derrière construction des résultats, des diagnostics et surtout la partie construction des plans d'action à travers deux retours d'expérience.
Le premier retour d'expérience, c'est une démarche dans un établissement d'une taille assez importante qui avait comme caractéristique d'avoir déjà engagé beaucoup d'actions, beaucoup d'instances. Et ça, on pourra en rediscuter. Ce qu'on voit sur l'ensemble des démarches, c'est que l'enjeu est bien souvent moins en enjeu de construire des dispositifs nouveaux, plutôt qu'un enjeu de coordonner et de chercher à faire fonctionner ensemble ce qui existe déjà. Dans cet établissement, il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été engagées et à la limite tellement de choses que le panorama global en devenait de moins en moins lisible, de moins en moins compréhensible. Et la demande qui nous a été formulée a été d'accompagner l'établissement dans l'amélioration de l'efficacité de l'ensemble du dispositif, d'aller comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, comprendre pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça ne fonctionne pas, et travailler sur différents domaines pour améliorer l'efficacité des actions. Sur les 4 thèmes, parmi d'autres que j'ai retenus là, faire un lien avec ce que l'on évoquait précédemment sur le lien entre qualité de prise en charge, qualité des soins et qualité de vie au travail. On parlait tout à l'heure d'outils, d'éléments basiques, d'outils méthodologiques frustres. Travailler sur la mise en œuvre, la effective, efficace de la réunion de service est un point que l'on retrouve comme une demande extrêmement fréquente, attendue de la part des équipes. Et donc là, on a choisi, on va en dire 2 mots, de travailler sur ce qu'on appelle une réunion de service efficace. On reviendra sur ce qu'on appelait avec Frédéric tout à l'heure les fondamentaux du management, les quelques règles basiques à mobiliser pour au quotidien mieux mobiliser le management. On a également travaillé sur l'efficacité des groupes de parole, ce qui était tout à fait paradoxal dans cet établissement où il y avait à la fois une demande psychosociale forte et à la fois des outils proposés, des groupes de parole proposés par l'établissement et un recours à ces groupes de parole extrêmement faibles où à la fois un malaise exprimé, à la fois des outils très peu sollicités, très peu mobilisés, beaucoup de défiance sur le sujet. 3e levier sur lequel on est intervenu sur... le terme accroître est peut-être un peu en deçà, c'est accroître ou créer ou construire la vigilance du management sur les indicateurs. Là, ça fait écho aussi à une question qu'on avait tout à l'heure sur la construction de tableaux de bord, d'indicateurs d'identification, on va dire, indicateur RPS, pas forcément d'identification d'RPS en tant que tel, en tout cas l'écoute des signaux faibles qui existent dans l'établissement et savoir comment aller collecter, interpréter ces indicateurs qui peuvent accroître la vigilance et attirer l'attention du management sur des symptômes ou des problématiques, des enjeux à venir. Et puis un dernier point sur lequel on est intervenu, sur l'entretien de réaccueil. On va en dire 2 mots. L'entretien de réaccueil, dont on connaît les 2 facettes de l'entretien de réaccueil, à la fois l'entretien qui soutient, qui accompagne, qui aide, qui est là pour... C'est évidemment la ligne qu'on a suivie qui est l'entretien qui est là pour aider les personnes au moment crucial du retour à l'emploi après un arrêt ou après des arrêts répétés, avec le côté obscur mais qu'il faut combattre, mais contre lequel il faut convaincre du bien fondé de l'outil, qui est l'entretien le terme est un peu excessif, mais vexatoire, en tout cas l'entretien qui culpabilise les personnes. L'enjeu évidemment pas du tout celui-là. On va voir ce qu'on a réalisé. Sur le premier point, sur l'efficacité de la réunion de service, ce qui a été réalisé, donc là au titre de ce retour d'expérience sur quelques outils, donc l'objectif c'était d'améliorer ou de créer des bonnes pratiques en matière de réunion de service. Globalement dans cet établissement, peu étaient les services ou les entités qui réalisaient la réunion. Il y a eu même tout un débat que vous devez connaître sur qu'est-ce que c'est qu'une réunion de service. Qu'il y a la réunion de service au sens institutionnel où une fois par an on se rencontre tous et on fait un point sur le projet de service. C'est essentiellement de l'info descendante. Ça existe encore. Ce qui existe moins, c'est la réunion de service au sens le temps de coordination que le plus petit niveau d'équipe existant prend pour se voir 1 heure, 2 heures et faire le point sur de l'info qui descend, de l'info qui remonte, du suivi d'action, du sens à donner au projet. C'est quelque chose qui a été relativement peu ou pas du tout développé. Le groupe de travail a permis donc là, entre cadres, entre agents, avec des agents également, de construire un guide de bonne pratique à l'usage du management de proximité qui a déterminé dans l'établissement, et là il y a eu un engagement de l'institution assez fort, une périodicité minimale, un ordre du jour et des outils, alors extrêmement basiques aussi, une feuille de présence, un mode de déroulement, ce qu'on attend dans le compte-rendu. Et là, l'institution a souhaité demander à l'ensemble de ses cadres de dire, eh bien,
dans l'année, nous vous demandons de réaliser au moins 3 réunions d'équipe. C'est peut-être pas beaucoup, mais en attendant, déjà, si chacun fait 3 réunions avec un ordre du jour, un compte-rendu, des figures imposées, c'est déjà un premier pas. Et le guide a été réalisé. Il a été mis en œuvre sur un pôle test en conditions réelles. Il y a eu un effet d'itération sur le guide. Et ce que l'établissement a souhaité déployer derrière, ce sont des audits, pas au sens audit de certification, audit dur, mais audit au sens de vraiment de l'écoute et d'observation pour accompagner les cadres dans la mise en œuvre de ces pratiques. Et avec donc un suivi, un tableau de bord au sein de chaque pôle pour vérifier quelles étaient les équipes qui effectivement mettaient en place. On a songé à avoir pour enrichir l'entretien annuel d'évaluation, en tout cas d'une appréciation sur cette bonne pratique de choses, on n'en est pas encore là, mais la mise en place des réunions de service a été, on va dire, avec une petite année de recul et quelque chose qui fonctionne pas trop mal aujourd'hui, avec des retours d'expérience assez communs qui sont que le plus dur, c'est pas de réaliser la première réunion quand il n'y en a pas, c'est de réaliser la deuxième. Puisque lorsqu'il n'y a pas de pratique du tout de réunion d'équipe, la première, c'est souvent assez sportif. Et puis, on purge les années précédentes de non-réunion et de non-coordination, où là, c'est le déversoir de tout ce qu'on a à dire. Et donc, la première ne génère pas forcément un très bon souvenir. Par contre, lorsqu'on attaque la deuxième ou la troisième, là, il y a une pratique qui se construit et on en vient à rentrer ça dans les usages. Et avec donc une petite année de pratique, on voit que les services qui s'y sont lancés, les cadres qui ont été persévérants reconnaissent aujourd'hui les vertus du dispositif. Donc à la fois un outil qui est extrêmement basique. Pour l'avoir proposé sur beaucoup d'établissements, c'est vrai qu'on est bien conscient de la difficulté qu'il y a dans la vie réelle à mettre en place ce type de démarche. Avec une année de recul, on voit ceux qui l'ont testé, toutes les vertus qu'ils peuvent en retirer. Sur les groupes de parole, ce qui a été réalisé dans cet établissement, ça a été de travailler donc, pour essayer de comprendre sur quels pouvaient être, avec une vision critique, les bénéfices, les contraintes à attendre du déploiement d'un groupe de parole. On a réalisé également une enquête flash, une enquête auprès des participants pour qu'ils nous donnent leur perception de ces enjeux-là. Et différents outils, là aussi, qui ont été réalisés. Une charte éthique du groupe de parole, ce que c'est pas, ce qu'on en attend, ce qu'on n'en attend pas, qu'est-ce qu'il faut, comment faut-il pratiquer ce qu'il ne faut pas attendre ou demander aux personnes qui y vont. Un guide de bonne pratique à l'usage notamment de l'encadrement, comment est-ce qu'on mobilise, comment est-ce qu'on sollicite un groupe de parole, et puis une campagne de promotion, de communication sur le dispositif, avec une mise à jour là aussi itérative de ces différents guides, avec un travail, et ça on verra tout à l'heure que c'est un fil rouge sur lequel on a pu revenir, sur la complémentarité des différents dispositifs. Ce qui est ressorti, c'est que les groupes de parole étaient connus de beaucoup de monde, mais mal connus ou étaient très entachés de beaucoup d'incompréhension ou de mauvaises interprétations de ce qu'on pouvait, ou des vertus qu'on pouvait en attendre, ou des risques qu'on pouvait en attendre. Certains y voyaient quelque chose d'extrêmement subversif, où on allait chercher à se monter le bourrichon sur des enjeux. En fait, le travail et le partage avec les participants sur ce que c'est et ce qu'il ne faut pas attendre d'un groupe de parole a permis de démystifier la chose et a permis, au travers de ces guides, de cette communication-là, de faire en sorte que le terme n'est pas, je ne vais pas dire la consommation, mais le recours au groupe de parole dans l'établissement a été sensiblement accru. Alors le fait qu'on fasse plus de groupes de parole, ce n'est pas forcément une bonne chose, mais le fait est, le besoin n'avait pas varié, c'est simplement qu'il y a eu davantage de recours et davantage d'écoute des cadres auprès des personnes, des agents qui manifestaient le besoin d'un groupe de parole, ou demander à un groupe de parole vu par un cadre, c'est pas... ça n'est plus ou moins, en tout cas, vu comme ce qui vient perturber encore davantage le fonctionnement du service, mais comme un outil à disposition d'eux. Et ça a été, aujourd'hui, en tout cas, l'outil est mieux connu et largement démystifié. Sur les indicateurs, pour faire le pont avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est qu'un bon indicateur ou qu'est-ce qu'il faut, c'est vrai que la discussion, c'est toujours de savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en place et le juste équilibre entre le trop ou le trop peu d'indicateurs. L'attente, c'était vraiment de donner à l'encadrement un accès à de la matière qui existe, que ce soit des indicateurs d'absence, des indicateurs turnover, des indicateurs de visite à la médecine du travail, qui existent dans l'établissement mais qui ne sont pas disponibles, en tout cas pas mis à disposition. La nécessité de faire une synthèse, ou en tout cas un compromis entre ce qu'on aimerait avoir et ce que le SIRH est capable de produire,
De là, un état des lieux qu'on a réalisé sur les tableaux de bord qui pouvaient déjà exister dans l'établissement. Un point qui a été fait, on l'évoquait aussi tout à l'heure, sur ce que demande la réglementation, quitte à faire un tableau de bord, mais on peut aussi s'inspirer des 4 ou 5 indicateurs qu'incite à mettre en place la DGOS sur le sujet. Des indicateurs qui ont été retenus. Alors, taux d'absentéisme, on est parti sur la maladie ordinaire, en fait, là, les indicateurs de maladie ordinaire. Et en fait, taux d'absentéisme, au-delà de l'absentéisme, on a regardé plutôt les indicateurs de fréquence pour les petits arrêts, qui sont ceux qui sont considérés comme les plus annonciateurs de problématiques possibles au sein d'une équipe, les taux de rotation, les taux de visite sur demande des agents aux médecins du travail, et puis également on a retenu les actes de violence physique envers le personnel. Ce qui a été réalisé, c'est la construction de tableaux de bord sur 2 pôles tests. Là, on est à nouveau parti sur des pôles tests. Guide d'emploi des indicateurs, des phases de test avec la définition de seuil d'alerte. Alors, la notion de seuil d'alerte, c'est quelque chose d'assez compliqué. À partir de quand un indicateur devient alertant ou pas. Donc là, ça a été des comparaisons à la moyenne, des accidents de parcours, des évolutions d'un mois sur l'autre qu'on a pu regarder. Des actions réflexes à déterminer et co-construites avec les cadres sur la base d'indicateurs. Si on voit qu'un indicateur bouge, qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, on se rend compte qu'on a souvent beaucoup de moyens à disposition dans l'établissement, mais la difficulté pour le cadre, c'est de savoir saisir au bon moment la ressource qui existe. La formation des cadres, l'analyse des indicateurs, et puis derrière, un déploiement. Avec là aussi quelques mois de recul, ce qu'on voit et la difficulté qu'on a, c'est pas tellement l'analyse, enfin c'est déjà récupérer les indicateurs, prendre le temps de les analyser. Dans cet établissement-là, on est parti sur des indicateurs trimestriels. Le trimestre est déjà exigeant en termes de fréquence. Le temps qu'on les récupère, qu'on les analyse, si on ne fait pas ça très vite, on a tout de suite les tableaux de bord suivants qui arrivent. On n'a pas eu le temps, on court après le temps, les tableaux de bord en retard. Et c'est surtout, et c'est encore un point d'achoppement aujourd'hui, c'est passer du constat à l'action. Et c'est une fois qu'on a constaté un événement, comment est-ce qu'on arrive à enclencher quelque chose et comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on met en place des choses. Ça, la difficulté, elle est que on voit des faisceaux de présomption. Très vite, si on veut comprendre ce qui se passe, on en vient à arriver à aller interroger le maillage le plus fin de l'indicateur, c'est-à-dire l'individu, et on va commencer à aller chercher qui a eu quoi, comment, pourquoi, et on commence à devoir manipuler des listes d'événements, des listes d'arrêts avec toutes les difficultés qu'il y a d'un simple point de vue de confidentialité, de CNIL, de respect du secret médical. Et là, on arrive à des limites structurelles qui font que c'est difficile d'arriver à des tableaux de bord qui soient facilement compréhensibles. Ce qu'on voit aussi néanmoins, c'est que en réunion de pôle, en réunion entre cadres, ça peut permettre aux absences de devenir un sujet de débat, de discussion, de l'inviter à l'ordre du jour et de faire en sorte que ça soit quelque chose qui devienne un outil d'échange, de discussion entre cadres. Donc des difficultés pour passer à l'action, pour autant, ça permet d'être un sujet qui s'invite dans le débat. Sur le réaccueil, quatrième action qu'on a conduit. Donc le réaccueil, encore une fois, c'est savoir gérer l'instant ou les heures ou les jours qui suivent le retour à l'emploi d'un agent après un arrêt, soit un arrêt prolongé, soit quelqu'un qui a eu une séquence d'arrêt fréquent. On voit que c'est déterminant dans le maintien dans l'emploi de la personne, quelqu'un qui revient, je ferai écho avec une autre pratique tout à l'heure, mais quelqu'un qui revient soit parce que sans que son cadre soit au courant, soit parce que l'information n'est pas arrivée au cadre, soit parce que la personne n'a pas forcément non plus informé et validé le fait qu'elle revenait derrière. On pourra en parler sur les bonnes pratiques de gestion des absences tout à l'heure. Eh bien, ça génère des frustrations, des incompréhensions, des manques de reconnaissance qui font que le taux de rechute en arrêt est extrêmement important. À l'inverse, gérer un réaccueil, préparer l'équipe, attendre la personne, gérer les plannings en conséquence, prévoir un temps de transition pour que la reprise soit pas forcément à 100% tout de suite. On a pu, j'imagine vous, beaucoup plus que moi, mais entendre les équipes dire aux personnes, maintenant, si tu as été en arrêt, si tu n'es plus en arrêt, c'est que tu es reposé. Si tu es reposé, tu peux reprendre ton boulot, donc tu le reprends à plein, parce que pendant ce temps, nous, on a fait le boulot. Donc, en termes de réaccueil, ça a fait l'épreuve de son inefficacité, mais c'est aussi légitimement ce qu'on peut entendre. Donc là,
Le travail qui a été accompli, ça a été un groupe de cadrage avec des cadres et des agents et les partenaires sociaux sur ce que c'est et ce que n'est pas le réaccueil. Sensibiliser aux enjeux liés au formalisme, aux bonnes pratiques liées au travail, des critères de déclenchement également, ce qui n'empêche pas qu'il y ait une capacité discrétionnaire de l'encadrant, mais aussi des critères qui permettent de dire que dès lors qu'une personne a été absente plus de 3 semaines, eh bien, il faut prendre le temps de lui expliquer ce qui s'est passé pendant les 3 semaines, de l'accueillir, le tenir au courant, le cas échéant, des évolutions de protocole. Ça s'est traduit par un guide d'entretien au réaccueil avec des outils associés. Un outil qui a été promu, communiqué, présenté, là aussi testé sur quelques pôles en conditions réelles, et puis derrière, là aussi, investissement de l'institution qui a officialisé ce dispositif et qui en suit la mise en œuvre, avec une information aux agents pour que le réaccueil ne soit pas une sorte de vécu comme un processus caché ou quelque chose, une méthode secrète du management, mais une pratique revendiquée et connue et annoncé comme tel aux agents, avec une incitation. Donc on a pu le voir par ailleurs sur lorsque l'on propose les visites de pré-reprise aux agents lorsqu'ils sont à la veille ou l'avant-veille de leur retour, ou en marge des visites de reprise. C'est des choses qu'on a cherché à évoquer, comme on l'évoque aux nouveaux cadres lorsqu'ils arrivent dans l'établissement. Avec un retour quanti et quali, alors pas quali sur ce qui s'est raconté, mais sur la difficulté ou les capacités à bien réaliser l'entretien de réaccueil au CHSCT, puisque là, sur cet établissement-là, les partenaires sociaux ont été partie prenante sur la mise en œuvre vraiment de ces pratiques-là, dès lors que ça a été encadré par un guide et un engagement de l'institution. Un autre retour d'expérience sur un établissement donc, qui a conduit une démarche donc, qui s'est étalée sur une grosse année. Donc on retrouve sur la frise l'ensemble des étapes qu'on voyait tout à l'heure. Donc une enquête, un comité de pilotage pour analyser les résultats de l'enquête, un diagnostic qui a été fait avec des entretiens collectifs de manière plus qualitative, et un groupe de travail qui s'est réuni à plusieurs reprises pour construire des plans d'action qui sont arrivés finalement à différents leviers d'action. On va s'arrêter plus précisément sur l'une d'entre elles, mais je vous passe en revue ce plan d'action-là. On s'arrêtera sur la première singulièrement. Donc, toujours travailler sur les absences présentes de santé, le soutien aux agents en difficulté au sein de l'établissement. Les bonnes pratiques de gestion des absences présentes de santé, ça a été un travail qui a été fait pour partager sur tout ce qu'il est bien de faire pour accompagner les agents qui sont en absence, que cela soit notamment ce qui est du hors réglementaire, mais qui est de l'ordre de la bonne pratique de gestion des absences. Typiquement, un agent absent n'est pas réglementairement tenu de téléphoner, d'appeler pour dire je suis absent. La seule obligation qu'il a, c'est d'envoyer son certificat d'absence dans les jours qui suivent l'arrêt. Pour autant, travailler en interne sur le fait que passer un coup de fil au collègue pour dire je viens pas ce matin, il faut me remplacer. À l'inverse, je devais reprendre lundi, je ne peux pas, finalement il y a toutes les chances pour que je sois prolongé, ou je n'ai pas encore été voir le médecin, mais il y a de fortes chances pour que la reprise qui est prévue la semaine prochaine, je puisse effectivement l'assumer. Ça fait partie des bonnes pratiques qui aident, même si c'est non exigible, c'est non réglementaire, si ça fait partie d'un corpus de valeurs, de convictions d'un collectif de travail, ça aide quand même à mieux gérer les absences et la qualité de vie au travail au sein de l'établissement. Donc ça a été ce travail qui a été réalisé. C'est de là, de manière connexe, une communication donc, sur la culture de la responsabilité partagée sur la gestion des absences, de responsabilité de l'encadrement, des agents eux-mêmes. La cartographie des postes aménagés, c'est une chose que l'on retrouve souvent. Les leviers de communication au sein des services en phase de changement de manière singulière. Sur le discours sur l'erreur, qui est ressorti de manière extrêmement forte dans l'enquête, sur le fait que on a tellement peur de se faire sanctionner lorsqu'on a fait une erreur que soit on ne déclare pas l'événement indésirable, soit on raconte une autre histoire que ce qui s'est vraiment passé dans le système pour éviter d'être incriminé. Donc là, je ne sais pas ce qui est le pire, de ne pas déclarer l'événement ou de raconter autre chose que ce qui s'est vraiment passé. Le fait est, c'était symptomatique
d'un problème culturel sur la reconnaissance de l'erreur. Il y a eu un grand débat sur ce qui est de l'ordre de l'erreur, ce qui est de l'ordre de la faute, mais positiver ce discours-là était important. Et puis un travail sur la coordination entre les services. Je voulais m'arrêter sur le premier point, qui était celui de la coordination entre l'ensemble des acteurs, et une démarche qui est assez exemplaire, qui a été réalisée dans cet établissement, sur la création de la fonction du préventeur RPS, où l'établissement a souhaité créer un poste d'une personne qui, au départ, a été à mi-temps, puis je crois est destinée à être à temps plein, dont le travail est de pouvoir pérenniser la démarche après le départ du cabinet de conseil, pour que dans l'établissement, il y ait une politique de prévention des RPS pérenne et éviter qu'on retrouve le syndrome habituel du plan d'action qu'on lance et puis qui s'étiole gentiment dans les mois qui suivent, mais qu'il y ait une personne qui soit garant du suivi de la démarche et qui surtout, cette nouvelle fonction, la grande discussion qu'on a eue, c'est de comment instaurer, mettre en place un rôle de coordination dans un système d'acteurs déjà extrêmement présent entre la médecine de prévention et la médecine du travail, la psychologue du travail, l'assistante sociale, la DRH, les partenaires sociaux qui chacun interviennent. On s'est rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup de choses de faites, mais un besoin également extrêmement important de coordination entre ces acteurs-là. De là, un travail qu'on a réalisé qui a permis d'arriver à une fiche de poste qui est résumée ici, où on a aujourd'hui, donc c'est un poste qui est en train de se mettre en place, d'un préventeur RPS, donc qui finalement aujourd'hui est rattaché à la cellule qualité de l'établissement, qui est à la fois un organe de vigilance collective et institutionnelle. Le préventeur RPS, il a comme rôle d'être celui qui va justement construire les tableaux de bord qu'on évoquait tout à l'heure et être celui qui prend le recul que n'ont pas forcément les autres sur les indicateurs et pouvoir suivre l'avancée et des indicateurs, alerter, avoir cette vigilance de l'institution et également suivre l'avancée des plans d'action, non pas forcément pour les conduire tout seul, mais être celui qui va vérifier que les actions qui ont été décidées avancent, s'il rencontre des difficultés, pouvoir soutenir les personnes. Un coordonnateur d'action complexe dans l'établissement, dès lors que les actions de soutien aux agents demandent la coordination de différents acteurs, que ça nécessite un travail en commun entre les RH, les partenaires sociaux, la médecine du travail. Le préventeur RPS est celui qui suit la mise en œuvre des actions et la coordination entre les différentes personnes, sans se substituer aux travaux des uns et des autres, mais c'est celui qui les aide à fonctionner ensemble. On a également intégré dans son poste une fonction d'analyse de conseil en phase de changement. Cet établissement, comme beaucoup d'autres, est en phase de perpétuelle réorganisation, de changement, de redistribution des équipes. Et ce qui est apparu, c'est qu'il y avait besoin d'une personne. Là, le profil, c'est la personne qui assume cette mission-là, une personne qui a un profil de soignant, qui connaît très bien les métiers de l'établissement, et bien qui a une fonction maintenant d'audit, de conseil, de suivi, d'écoute, pour aider et mettre du liant en phase de changement dans l'établissement. Donc ça, c'est en cours de déploiement. Et puis, c'est également la personne qui assure la communication, en lien avec la direction de la communication, mais la communication sur les partages d'expériences, sur les bonnes pratiques qui sont mises en place dans les différents services. On s'est rendu compte qu'il y avait là aussi beaucoup de choses qui étaient faites, mais pas forcément suffisamment connues. C'est ce préventeur qui a la fonction maintenant d'assurer la promotion et de donner les tuyaux aux uns sur ce qu'ont fait les autres ailleurs dans l'établissement, avec un soutien, on a mis à l'encadrement et à la direction sur la prise en charge donc, de situation. Donc il y a une fiche de poste que je vous épargne là, mais qui a été construite, qui est en train d'être mise en place, qui avec, là c'est assez jeune comme dispositif, avec quelques semaines de recul, est en train de se déployer, et en tout cas qui, notamment parmi les acteurs, a assez vite fait, je pense, consensus sur le besoin qu'il y avait, ces besoins de coordination. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai fini en fait. Voilà, donc c'est très rapide cette partie-là. Vu qu'on est déjà arrivé au bout, avez-vous des questions ? Oui, juste pour bien comprendre, la dimension de ces projets, c'était sur des établissements qui concernaient, enfin de quelle taille? C'est plutôt des gros établissements. Il y en a un, c'est un CHU, un petit CHU, mais un CHU. L'autre, c'est un établissement de un peu plus de 3000 agents. 3000 agents, voilà.
Voilà. Et pour convaincre, à qui vous vous adressez pour convaincre un établissement de suivre ce type de démarche? Qui s'implique? Est-ce que c'est la direction? Est-ce qu'il y a d'autres interlocuteurs? Alors, faut voir comment poser la question, effectivement. Si on intervient, c'est qu'on nous a posé la question à l'origine. Parce que derrière, il y a aussi tous ceux, alors il y a tous ceux qu'on va voir et qui ne veulent pas se lancer dans des démarches. Mais c'est vrai que engager une démarche de prévention des RPS sans un minimum d'engagement de la direction, c'est compliqué. Après, il faut des porteurs forts. Les porteurs forts, les promoteurs forts sont forcément la direction des ressources humaines. La direction des soins est capitale. Conduire une démarche sans le soutien de la direction des soins, ça ne marche pas longtemps. Vu le poids de l'encadrement dans les dispositifs, il faut que la direction des soins soit vraiment partie prenante. Ce qu'on voit dans les démarches également, c'est que la communauté médicale, on l'a vu sur les... Alors, avec notre recul à nous, mais sur les 3 dernières années, on voit que de démarche en démarche, on a des médecins qui s'impliquent toujours plus dans les démarches en disant non, mais ne croyez pas que nous sommes à part de la démarche, nous souhaitons participer à l'enquête, nous souhaitons avoir des actions qui nous concernent, nous souhaitons témoigner. Et j'ai eu une démarche qui n'est pas celle-ci, mais où on a eu sur les enquêtes des taux de participation des médecins qui étaient nettement supérieurs au taux de participation moyen d'établissement. Il y a une vraie mobilisation pour pouvoir rendre compte et témoigner. Donc la communauté médicale est aussi un levier important. Les partenaires sociaux, forcément, également. Et puis l'ensemble des acteurs de la santé au travail. C'est vrai que la médecine du travail, notamment, sont des leviers essentiels. Mais c'est vrai que... alors, la direction de l'établissement, on ne lui demande pas forcément d'être présente à tous les moments de la démarche. On a besoin d'elle au moment de communication, de relais, de promotion, d'impulsion des actions. Et c'est vrai que là, on a besoin qu'elle réponde présente de manière forte. Elle peut être effacée sur toute la démarche, mais il y a besoin et du lancement et du relais. Et je l'évoquais tout à l'heure, le terme était un petit peu fort, encore que de courage au moment où il s'agit d'annoncer les résultats. Il faut au début pour décider de faire l'enquête, mais après d'annoncer les résultats et d'aller en assumant ce qui va comme ce qui ne va pas, sachant qu'on est quand même toujours globalement extrêmement agréablement surpris par la maturité des équipes d'établissement qui entendent tout à fait qu'il y a des points qu'il faut améliorer, des points sur lesquels il faut travailler. Mais ce que les agents attendent, c'est qu'on leur restitue ce qu'ils ont dit. Après, tout le monde est bien conscient qu'il y a des points où on va bien, des points où on va moins bien. C'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est de ne pas vouloir le dire et pas devoir travailler sur le sujet. Voilà. Alors, déjà bravo pour toutes ces idées que vous avez développées, qui j'espère donneront des idées. Après, quand même, la grosse question, c'est le retour du quotidien, de toutes les contraintes qui existent, qui ne facilitent pas les choses. Et un peu la crainte que les consultants qui viennent mobilisent à un moment donné, les groupes de travail s'investissent, mais après la mise en pratique réelle, moi je me pose beaucoup de questions et j'espère que dans les établissements où vous êtes intervenus, vous aurez déjà pour votre connaissance à vous un retour quelques années après. Pour apprécier ce qui aura été réellement mis en place ou pas. Pour donner juste un exemple, l'accompagnement au retour au travail, je sais que dans mon établissement, on y a travaillé. La mise en pratique me paraît extrêmement difficile dans les conditions que se passent les reprises du travail, en particulier pour des personnes qui ont eu des arrêts longs, qui ont un certain handicap, et où quand on vous fait reprendre les personnes très rapidement, où on enlève le remplaçant immédiatement parce qu'il faut le mettre ailleurs, comment un cadre peut faire cet accompagnement, peut expliquer ce qui s'est passé. Donc il y a le côté après mise en pratique
qui quand même, enfin, à moi, me semble extrêmement difficile et j'ai beaucoup de craintes. Ben, c'est vrai, sur l'exemple que vous évoquez, le retour à l'emploi, c'est vrai qu'il y a des pratiques, bon, je pense qu'on fera référence au même, où c'est vrai que le retour à l'emploi de personnes, où on utilise des personnes qui reviennent à leur emploi pour aller pourvoir des postes qui sont des postes vacants parce que d'autres sont absentes. Ça a un côté vertueux qui permet de trouver un point de chute à une personne pour l'aider à reprendre. C'est le côté déstabilisant du fait que la personne n'est pas pérenne sur le poste et elle peut être ballottée de poste en poste au fur et à mesure du retour à l'emploi des unes et des autres, et on passe son temps à boucher des trous, et ça peut être extrêmement compliqué. C'est vrai qu'il y a le retour à l'emploi en période où les budgets font qu'on ne peut pas créer de sureffectifs ou de doublonner les personnes sur les postes. C'est plus compliqué, c'est sûr. C'est sûr. Eh bien, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup.